très rapidement et très favorablement. En effet, nous sommes dans une période où une urgence chasse l'autre et des mesures importantes et graves, pas toujours nécessaires ou adéquates, sont débattues un peu, pas assez, pas du tout. Alors aujourd'hui, dans cette semaine chargée d'actualité, donc hier, partout en France, des marches ont été organisées contre l'état d'urgence, plus exactement la prolongation de l'état d'urgence, ainsi que contre la déchéance de nationalité sélective des binationaux. Nous avons jugé nécessaire qu'il y ait un débat et nous avons la chance d'avoir des personnes actives dans l'œuvre citoyenne au quotidien qui vont animer ce débat, à savoir M. André Busquet, le président de la LDH, secrétaire de la LDH 06, et M. David Nakache, citoyen avant tout, mais également à l'origine d'une initiative Tous citoyens. Donc moi-même, modestement, je suis avocat au barreau de Nice et je suis également secrétaire général de l'association DVC. Donc après la marche d'hier et après ces attaques terroristes qui ont marqué 2015, le gouvernement a décidé de mettre en place de nouvelles mesures constitutionnelles et législatives. En réalité, il y avait déjà eu auparavant des mesures, notamment à travers la loi sur le renseignement, sur laquelle les deux intervenants interviendront probablement. Et il se trouve que cette semaine, la semaine qui vient, le mercredi 3 février, en Conseil des ministres, il n'y a pas un projet de loi, mais deux projets de loi qui sont présentés. Un premier qui porte sur la prolongation de l'état d'urgence. L'état d'urgence est décrété pour 3 mois, il faudrait le prolonger. Donc le gouvernement estime qu'il faudrait le prolonger, donc un projet de loi va être présenté pour le prolonger de 3 mois. Ensuite, dans la foulée, un projet de loi sur la procédure pénale va être présenté, c'est-à-dire il aura pour but de renforcer la lutte contre le crime organisé, son financement, l'efficacité ainsi que les garanties de la procédure pénale. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Nous avons l'arsenal qui est mis à la disposition des services de police et de la justice, et c'est déjà assez étoffé depuis plusieurs années, puisque les mesures de sonorisation et autres, voire l'installation de mouchards dans les ordinateurs des particuliers sont maintenant possibles. Et voilà que le gouvernement estime, pour une efficacité plus renforcée, qu'il faut encore faciliter encore plus le travail de la police. Donc ça, c'est également un projet de loi qui sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres. J'attire votre attention que lorsque par la suite ces projets sont présentés devant l'Assemblée, ils sont prioritaires. Et j'en viens également au vendredi 5 février. Le 5 février, cette fois-ci devant l'Assemblée, le projet de révision constitutionnelle, à la fois sur l'état d'urgence et à la fois sur la déchéance de nationalité, va commencer à être débattu. Vous l'avez compris, donc on est dans une période où il va y avoir un débat qui est nécessaire. Il y a des risques de restriction sur les libertés publiques, liberté d'expression, de manifester. On risque d'avoir le principe d'égalité des citoyens devant la loi. On risque de voir ce principe affaibli, bafoué, où les atteintes à la vie privée risquent de se multiplier au nom de la lutte aujourd'hui contre le terrorisme, et demain, on ne sait pas ce que ça pourrait être. Une chose est certaine, cette constitutionnalisation de l'état d'urgence, la constitutionnalisation de la déchéance de
la nationalité interroge, pose problème, et le débat, pour qu'il ne soit pas confisqué, il faut qu'il se fasse au niveau local. Donc, ayant introduit, j'aimerais bien déjà avoir un premier sentiment sur les atteintes aux libertés publiques telles qu'elles ont été vécues pendant toute cette période avec les perquisitions administratives et telles qu'elles risquent de se développer. Est-ce que ces atteintes sont-elles légitimes? Comment faire? Doit-on les accepter, les combattre? Alors peut-être plutôt que de vous parler directement des atteintes, je prends le micro. Peut-être avant d'aborder directement ce problème, le problème pratique des atteintes, et il me semble important, peut-être, de bien mettre en évidence que, à mon avis, pour ça on pourra en discuter, il me semble qu'on est, en touchant à la Constitution, on est malheureusement dans une mesure de très basse politique, de petite politique, voire même de tactique politique, puisqu'il paraît quand même assez clairement maintenant que François Hollande est en train de préparer 2017 et que tout ce remue-ménage au niveau le plus haut de notre dispositif juridique, il est conditionné par une petite stratégie personnellement je qualifie de bas étage. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que, vous l'avez rappelé rapidement, les perquisitions à domicile la nuit, les assignations à résidence, les interdictions de réunion, les restrictions de la liberté de circuler, tout ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin d'être dans un état d'urgence pour le faire. Il y a simplement un petit problème. C'est qu'aujourd'hui, dans un état normal, ce n'est possible que sur l'intervention du juge de liberté. Ce n'est pas un petit détail, c'est très important, bien entendu, parce qu'on rentre dans les problèmes des équilibres entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et c'est quand même quelque chose c'est un vrai pilier dans toutes les démocraties occidentales, sous une forme ou sous une autre, mais c'est un vrai pilier. Alors, toucher à ce pilier en ayant réellement comme objectif simplement 2017, ça me paraît vraiment assez scandaleux. Un autre exemple, en regardant un peu ce matin la littérature là-dessus, certains juristes ont attiré l'attention sur un dispositif qui existe aujourd'hui dans le Code civil, qui est l'article 23.7 du Code civil. Je vous le lis. Le français, on ne fait pas la distinction, c'est-à-dire y compris celui qui est né français, qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger, peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de français. Donc vous voyez que ça n'a pas besoin de modifier la Constitution, c'est dans le Code civil, à la nuance près que on dit qu'il se comporte comme le national d'un pays étranger. Donc comme Daesh, on ne veut pas dire que Daesh est un pays, il aurait suffi de modifier la loi, de modifier ce petit terme-là d'un pays étranger, de trouver une autre formulation. Il n'y avait vraiment pas besoin de toucher à la Constitution, le dispositif existe, c'est prévu. Voilà, donc je voulais simplement attirer l'attention sur, ça a déjà été fait à plusieurs reprises, on l'a déjà entendu, sur le fait que malheureusement on est simplement dans de la stratégie. Bon, après j'interviendrai après David sur d'autres éléments et je vous réserve un scoop, une histoire pour tout à l'heure. Oui, bonjour. Alors, moi je voudrais un petit peu, pour aborder ces questions, faire un petit détour, si on me le permet. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, on est abreuvé d'événements violents
On est abreuvé de polémiques permanentes, surtout. Alors on parle d'identité, on parle de laïcité, on parle d'intégration, même d'assimilation maintenant, on reprend ces termes-là. On nous parle de neutralité, et puis en même temps se greffe la menace terroriste, alors on parle de déchéance, on parle d'état d'urgence. Si on regarde un petit peu ce qu'on a vécu ces derniers mois, même depuis plus d'1 an, si on remonte simplement aux attentats de janvier, on a eu les attentats de janvier, on a eu la crise des réfugiés, on a eu la crise grecque, on a eu les attentats de novembre, on a eu la montée de l'extrême droite, des extrêmes régionales, on a eu une succession d'événements de polémiques dans un contexte extrêmement lourd et parfois sensible pour beaucoup de monde. Alors, de toutes ces polémiques-là, de toutes ces dates, à mon avis, il faut en retenir au moins 4 moments clés qui vont focaliser le débat et qui vont éclairer ce dont on parle aujourd'hui. Ça a été dit, on a eu les attentats de janvier, et en réponse à l'attentat de janvier, la réponse qui a été apportée, elle a été la loi sur le renseignement. À l'Assemblée nationale, Manuel Valls a répondu à la droite. L'extrême droite et une partie de la droite dite républicaine demandaient des mesures d'exception. Il demandait un Patriot Act à la française. Et le Premier ministre, à l'Assemblée, a dit non. Face à des événements exceptionnels, il faut des mesures exceptionnelles, mais pas des mesures d'exception. Donc pas, en janvier, c'est ce qu'il répondait, pas d'état d'exception. Le Patriot Act américain suspend le droit commun, c'est un état d'exception, pour instaurer les lois antiterroristes, et on a tous à l'idée et en mémoire Guantanamo. Donc à ce moment-là, le Premier ministre dit non, pas d'état d'exception, des mesures exceptionnelles. Et on a la loi sur le renseignement. Alors la loi sur le renseignement, Henri l'a dit, passe outre le juge, permet de mettre sous écoute tout individu, puisque le principe c'est plus de devoir engager une procédure pour mettre les cas sous écoute, c'est tout le monde peut être écouté via les moyens techniques, et ensuite on stocke et on voit, mais y compris le voisin. Ça veut dire que vous avez un voisin qui soupçonne des terroristes, vous êtes vous-même mis sous écoute, un membre de votre famille, quelqu'un avec qui vous parlez plusieurs fois au téléphone, ça y est, on peut conserver les données de concernant, sans passer par un juge. Le juge est là, adore une commission uniquement consultative, a posteriori, et le pouvoir de décision revient à l'exécutif et in fine au Premier ministre. Donc on a la loi sur le renseignement. À ce moment-là, quand on s'en est ému, quand on est nombreux à dire attention, il y a une atteinte aux libertés, tout le monde nous a dit ah mais les Français sont prêts à renoncer à certaines de leurs libertés individuelles pour garantir la sécurité. Et on a voulu nous imposer un débat, qui à mon sens est un faux débat, entre liberté individuelle et sécurité, comme s'il fallait choisir. En réalité, qui est notre ennemi? À qui devons faire face? Nous faisons face à une menace terroriste, à Daesh, qui combat la liberté, qui combat le modèle, tout ce qu'incarne la France, l'état de droit, les lumières, la démocratie, la révolution, les citoyens libres, des hommes et des femmes libres. Et pour combattre Daesh, on commençait nous-mêmes par rompre avec nos propres libertés et restreindre nos libertés. Mais en réalité, si on s'auto-censure, si on restreint nos propres libertés de nous-mêmes, on donne raison à Daesh qui combat ces libertés-là. Donc on ne peut pas vouloir combattre le terrorisme en affaiblissant la démocratie et en restreignant les libertés individuelles. Ça, c'est la première erreur, c'est celle de janvier. Puis on a eu les attentats de novembre. En novembre, on a eu les premiers erreurs majeures qui ont été apportées. D'abord, un discours guerrier, l'état d'urgence. Alors, quand l'état d'urgence a été proclamé dans la foulée, le soir ou le lendemain, on a été nombreux à être dubitatifs. Donc on sait, nous, ce qu'est l'état d'urgence, on a l'histoire, on parlera un petit peu, on a quand même de l'expérience à ce niveau-là, malheureusement. On était dubitatif, mais le moment était grave. Il fallait répondre à la menace terroriste. On savait que si les citoyens n'avaient pas l'impression que l'État prenait la mesure du danger, avait une réponse forte, on risquait d'avoir des citoyens qui auraient la tentation de se faire justice eux-mêmes, d'aller chercher des boucs émissaires dans la cage d'escalier d'à côté, dans la banlieue voisine. Donc, unité nationale, tout le monde attend. Et puis on prolonge l'état d'urgence. Et puis, on nous parle dès le discours au Congrès, à Versailles, de la déchéance de la nationalité. Alors là, on a deux éléments forts. D'abord, sur l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une des formes d'état d'exception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on estime que face à un danger imminent, très important, l'état de droit, la démocratie en l'État ne peut pas faire face. On suspend l'état de droit et on confie des pouvoirs accrus, exceptionnels, au pouvoir exécutif. C'est une suspension du droit commun. Il y a plusieurs exemples dans l'histoire, mais indépendamment même des exemples historiques qu'on a pu connaître, la République de Weimar quand il fait du pour instaurer le Reich,
le pouvoir militaire donné à l'armée en Algérie, le Patriot Act américain. Indépendamment de cela, il faut remonter aussi à l'histoire des idées. D'où ça vient l'état d'urgence et l'état d'exception. Si je suis vraiment trop long, tu fais signe, n'hésite pas. Parce que après, quand je me lance. Mais en fait, ce sujet-là, il faut remonter très loin. C'est que l'état d'urgence, c'est l'idée de dire que le pouvoir doit pouvoir décider. Pour pouvoir décider, il faut qu'il y ait un seul qui décide, le souverain. Et souverain, celui qui décide en dernier ressort. Et souverain, celui qui décide de la situation exceptionnelle. La patrie est en danger. Et souverain, celui qui arrive comme l'homme providentiel, qui va répondre à cette situation. Et ça, cette théorie-là, le décisionnisme, c'est une théorie qu'a portée un juriste allemand qui s'appelle Carl Schmitt, qui se trouve aussi être un théoricien du parti nazi. Et cette théorie-là, qui dit que pour faire face à une situation exceptionnelle, il faut remettre le pouvoir dans les mains d'un seul et souverain, celui qui décide de la situation exceptionnelle en dernier ressort, seul se pense efficace, et on tend vers un état total. Cette tradition-là s'oppose à la tradition française. La tradition française, c'est celle de l'équilibre des pouvoirs, de la séparation des pouvoirs. Vous savez, Montesquieu, tous ces auteurs qu'on lit quand on passe au lycée. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit, à chaque prise de décision, à chaque niveau de pouvoir, de mettre un contre-pouvoir en face. Alors, je n'ose pas trop parler de ça parce que j'ai un juriste à côté de moi, mais il complètera si je dis des bêtises. Mais la Constitution, les institutions françaises, c'est un système de contre-pouvoir et d'équilibre. À chaque fois qu'on a un niveau de décision, on a une voie de recours. À chaque fois qu'on a un pouvoir important, on crée un organisme indépendant de contrôle. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, qui peut faire contre-pouvoir et contre-pouvoir. Quand on prend la décision de lancer l'état d'urgence, on rompt avec la tradition de la séparation des pouvoirs en France. On rompt avec l'équilibre des pouvoirs. Et on donne des pouvoirs accrus au pouvoir exécutif, la police, au détriment de la justice, le pouvoir judiciaire passe en retrait. Et là, on n'est pas dans un débat politique, mon Dieu, on a élu un président ne tient pas ses promesses, regardez les mesures économiques qui sont prises. Ça c'est grave, on a déjà parlé par ailleurs, on en parle tous. On est sur le socle institutionnel français, c'est le modèle républicain français, un jeu d'équilibre de contre-pouvoir. C'est ce qui garantit les libertés individuelles. Alors, Manuel Valls est allé très loin quand il a été interrogé à la BBC, il a dit, on lui a demandé quand est-ce que l'état d'urgence en France prendra fin, il a dit on maintiendra l'état d'urgence tant que Daesh ne sera pas vaincu. Alors on espère que Daesh soit vaincu le plus vite possible, mais si Daesh n'est pas vaincu, qu'est-ce qu'on fait? On a un état d'exception qui devient permanent. On a la mise en retrait de la justice ad vitam aeternam. Donc on a un état d'exception qui devient la règle, et Henri l'a souligné, derrière ça, on a un problème, c'est celui de l'application de l'état d'urgence. On a tous le sentiment derrière ça qu'il y a une forme d'instrumentalisation politique de l'état d'urgence. C'est-à-dire que quand on nous a dit à l'état d'urgence, interdiction de se rassembler, interdiction de manifester, on s'est dit, bon, rien se passer, quoi. On va interdire les matchs de foot, on va pas laisser 30 000 personnes sortir en même temps dans un stade, on va interdire les villages de Noël, on va interdire tout, le carnaval à Nice, on va tout interdire. Bon. Et puis on a vu que non, les villages de Noël continuaient. Alors les manifestants qui se rendaient avec leurs tracteurs pour aller manifester sous les fenêtres de la COP21 à Paris, eux ils ont été bloqués. On a mis des assignations en résidence, des manifestants écologistes. Par contre, moi je me souviens, place Garibaldi à Nice, d'identitaires qui se réunissaient pour crier on est chez nous, avec des quarts de police qui étaient à 100 mètres et qui ne bronchaient pas. Je me souviens avoir vu à la télé des images terribles d'Ajaccio, où après avoir mis à sac une salle de prière, on a des manifestants qui criaient dans la rue il faut les tuer. Et là, pas d'arrestation, pas d'assignation de résidence, rien. Donc on a l'impression qu'il y a un état d'urgence à deux vitesses et qu'il y a une instrumentalisation politique de l'état d'urgence. Le deuxième élément, c'est la déchéance de nationalité. Ça a été dit, on crée deux catégories de Français. Alors, ceux qui défendent le projet nous disent, mais enfin, la déchéance existe déjà. Quelqu'un qui a été naturalisé français ou binational qui était né hors de France peut déjà être expulsé. Et là, il s'agit, François Hollande l'avait dit au Congrès, d'étendre l'extension de la déchéance de nationalité, donc un processus qui existe déjà dans le droit, aux binationaux nés sur le sol français. Et donc on va rompre avec la tradition du droit du sol. Vous vous souvenez, la droite française, Pasqua, Chirac, Sarkozy, Ciotti localement, qui demandaient le retour au droit du sang. Et la gauche qui à chaque fois disait non, c'est un scandale. Et là, on rompt avec le droit du sol. Donc ça veut dire qu'il y a des Français qui, eux, peuvent perdre leur nationalité, et d'autres pour qui elle est inaliénable, qui ne la perdront jamais. Ça veut dire deux catégories de Français.
Pourtant, l'article 1er de la Constitution nous dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction d'origine, de race et de religion. Et là, en fonction de votre origine, personne n'a choisi de l'être ici ou ailleurs, vous pouvez être déchu. Donc on rompt avec l'article 1er de la Constitution, l'égalité républicaine devant la loi. D'où ça vient l'égalité républicaine devant la loi? C'est le fait qu'on a en France un principe universaliste, un principe de droit à l'indifférence. On est complètement indifférent que vous soyez asiatique, maghrébin, noir, blanc, juif, musulman, athée, on s'en fiche. En tant que citoyen, de la simple qualité de citoyen, vous avez les mêmes droits que tout un chacun. Et les gens sont égaux parce qu'ils sont citoyens, ils sont égaux devant la loi. C'est le droit à l'indifférence. À l'inverse du droit à l'indifférence, des gens dans le système anglo-saxon vont dire voilà, moi je suis noir, je suis d'une minorité, vous devez me respecter en tant que tel, on est nombreux, vous devez nous accorder des droits. Et dans certains systèmes anglo-saxons, par rapport aux religions, plus la communauté croyante est importante, plus on leur donne des fonds parce qu'on finance les cultes. C'est le droit à la différence, et nous on a le droit à l'indifférence. C'est un principe universaliste. Oui. Je voudrais juste vous donner un exemple, toujours sur ces droits que l'on voudrait donner à tous. Je vais vous parler des droits que peuvent avoir des personnes démentes qui devraient être hospitalisées. Les fous, si on continue comme ça, auront virtuellement plus de droits qu'une personne qui serait discriminée pour son origine ou pour ses positions politiques et idéologiques. Parce que ça concerne également les écologistes et autres. Si quelqu'un est dément et que le médecin ou un de ses proches demande qu'il soit hospitalisé d'office, nous avons une loi qui est toute récente, qui a remis à plat le système afin de permettre à cette personne qui va être privée de sa liberté parce qu'elle va être internée d'office, d'être défendue et que son point de vue soit porté par un avocat devant un juge, le juge des libertés et de la détention, dans un débat public. C'est-à-dire que n'importe qui passerait devant la salle d'audience, la porte est ouverte et il pourrait entrer et savoir publiquement pourquoi cette personne devrait être, pour des raisons de santé, devrait être internée. Donc, le fou a un droit renforcé, il a le droit d'être défendu et le droit d'être entendu. Eh bien, figurez-vous que dans le cadre d'un état d'urgence où les décisions ne sont pas soumises au contrôle d'un magistrat, donc vous serez perquisitionné, vous serez assigné à résidence et il n'y aura pas de débat avant de valider cette décision. Et c'est là le problème. Donc, à moins d'être éventuellement quelqu'un de dérangé, mais pas trop, et étant d'une minorité, je ne sais pas, ce n'est pas incompatible. Donc, vous voyez, en termes d'hospitalisation d'office, pour redevenir sérieux, on donne des garanties au patient qui est malade, mais c'est des garanties parce qu'on va priver de sa liberté, donc il y a un débat devant un juge. Ce débat-là, lorsqu'on est dans un état d'urgence, tend à être supprimé. La prolongation de l'état d'urgence, le renforcement des cas exceptionnels où la police et les services de l'État peuvent intervenir en dehors de tout contrôle a priori d'un juge ou d'une autorité indépendante, dans le cas des sonorisations et autres écoutes. Et donc n'existe pas, auront tendance à diminuer. Et là, c'est un véritable problème. Faudrait-il qu'on soit tous fous pour être protégés? J'attire votre attention pour continuer un peu dans cette perspective sur le fait que vous allez entendre, vous allez lire peut-être dans la presse qu'on va vous dire maintenant dans l'état d'urgence, que ce soit pour les perquisitions, pour les assignations à résidence, pour les restrictions de réunion, mais il y a le juge administratif. Et oui, c'est vrai, il y a le juge administratif, mais le juge administratif, il intervient une fois que le mal est fait. C'est-à-dire que le juge administratif, s'il intervient, il n'intervient que a posteriori. Donc ça, c'est un vrai problème. Ne tombez pas dans le panneau de ces discours qui sont tenus, mais pas du tout. Le juge administratif est un juge, certes, le juge administratif est un juge un petit peu moins indépendant que le juge judiciaire, mais c'est vrai que c'est un juge.
mais il n'intervient qu'une fois que le mal est commis. J'attire votre attention concernant les juges administratifs qu'au début, ils étaient tétanisés, considérés comme tout le monde, et les premières décisions validées. Et le meilleur exemple, même si certains juges se sont réveillés et ont invalidé des assignations à résidence en disant qu'elles ne pouvaient pas être indéfinies, qu'il fallait les limiter dans le temps et qu'il fallait qu'elles soient proportionnées et surtout qu'elles soient justifiées, parce que des fois, le préfet disait telle personne est assignée en résidence parce qu'on a entendu qu'un jour il a arrêté un tracteur, ou parce que les poils de sa barbe sont un peu longs et il va prendre et il mange des kebabs. Donc on a eu le cas sur Cannes. Donc les juges ont été timorés. Ceci dit, même le Conseil d'État a considéré que pour le moment, l'état d'urgence ne contrevenait pas aux lois de la République et qu'à moins qu'il y ait une question préjudicielle de constitutionnalité, il n'y avait pas lieu de suspendre l'état d'urgence. C'est-à-dire, tant que on ne se pose pas la question si c'est conforme à la Constitution, tout va bien. Vous comprenez, et là je pense qu'on va pouvoir rebondir sur la déchéance à valeur constitutionnelle. Vous comprenez tout l'intérêt de mettre une exigence à tort ou à raison dans le texte le plus haut, c'est-à-dire la Constitution, plutôt que d'essayer, comme le disait M. Busquet, plutôt que de se dire finalement on l'a dans le code. Il suffirait juste de changer le code civil, qui règle les questions de nationalité. Oui, un dernier mot sur la déchéance. Je vous ai dit tout à l'heure, on en a parlé de ce déclassement, d'avoir deux catégories de Français. Il faut penser aussi aux conséquences pour la vie des gens, aux conséquences. Alors, bien sûr, il y a des mesures judiciaires, il y a ce qui peut se passer concrètement avec un acteur d'urgence, des arrestations, des assignations à résidence. Mais qu'est-ce que ça donne dans l'esprit d'un binational? Qu'est-ce que ça donne dans l'esprit de quelqu'un qui est d'origine étrangère en France? Moi, j'ai assisté à des débats surréalistes où on avait des gens qui disaient à d'autres personnes, parce qu'elles étaient d'origine étrangère, mais intégrez-vous, bon sang. Et la personne répondait, mais je suis français, je suis né en France. Ben oui, ils sont français. Et pourtant, malgré qu'ils soient français, on leur demande toujours de s'intégrer. Et là, on va leur dire, ah, vous êtes français? Oui, mais quel français vous êtes? Vous êtes un binational ou pas? Ah bon, mais vous êtes un binational né en France ou né hors de France? Donc, il ne suffit pas d'être français. Déjà, il y a un a priori où on va suspecter toute personne d'origine étrangère de ne pas être intégrée en France, alors qu'elle est née en France et qu'elle est française, c'est le droit du sol. Mais maintenant, par la remise en question du droit du sol, quand bien même vous allez dire, mais regardez mes papiers, je suis né en France, on va vous dire, ah bon, mais quel français vous êtes? Vous êtes le bon ou le mauvais? Vous êtes celui qui est français avec une nationalité inaliénable qui ne pourra jamais s'exprimer, ou celui qu'on va pouvoir déchoir un jour si besoin? Attention. Donc là, vous voyez que ça va extrêmement loin. Ça veut dire que malgré tous les efforts qu'on peut faire pour s'intégrer, pour que nos enfants soient intégrés, pour vivre en conformité avec la loi, avec la langue du pays, avec la culture, avec nos voisins, nos amis, il y a toujours une épée de Damoclès qui pèse sur la tête de ces personnes-là, des binationaux nés en France, maintenant, parce qu'on va pouvoir leur dire, ah bon, mais alors, même si vous êtes binational né en France, hors de France, les deux, vous allez être déchus. Et déchus pourquoi? À des fins d'expulsion. Alors là, il faut aussi revenir un peu juste en un mot sur le débat qu'on a eu sur la valeur symbolique ou pas de la déchéance. Quand le président a parlé de déchéance, on a été nombreux à dire, mais enfin, ça n'a pas de sens. On a une menace terroriste. Parce que de qui on parle? On parle de personnes qui veulent poser des bombes. On parle de personnes qui veulent se faire sauter avec des secteurs explosifs, tirer à la cache. On a vu ces images-là, on sait ce qu'elles représentent. Donc le sujet, la menace est extrêmement grave. Mais quelqu'un qui fomente une action terroriste, qui est déjoué, qui est arrêté, qui purge sa peine de prison, qui au sortir de prison est déchu. Et parce qu'elle est déchue, peut être expulsée. Elle va être expulsée, on va la retrouver où? On va la retrouver en Syrie, il faudra aller la bombarder en Syrie. Ou alors elle va peut-être revenir clandestinement en France pour poser à nouveau une bombe. Donc la déchéance a des fins d'expulsion, parce que le but symboliquement c'est de dire non, un bon français ne peut pas être un terroriste, tout terroriste il est déchu, il est hors de la communauté nationale, je ne vais pas encore parler. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette menace-là concrète? On l'expulse, mais après, le danger est toujours là. Alors, moi, au début, je pensais que l'état d'urgence était fait pour garantir la sécurité de tous les citoyens. C'est-à-dire que s'il y a un danger, on neutralise. On n'enferme la personne. On suit, on fait quelque chose et pour qu'on puisse pas recommencer. Là, si on déchoit pour pouvoir expulser, qu'on expulse, comment on contrôle après?
Donc on nous a dit non, mais vous trompez de débat parce que c'est pas ça. Le but, c'est pas d'être efficace, c'est pas de garantir la sécurité de tout le monde parce qu'on l'attentat. C'est symbolique. Ah, alors pourquoi est-ce qu'on fait toute cette polémique? Pourquoi est-ce qu'on va déclasser une partie de la population française en disant vous n'êtes pas des bons Français, vous êtes des binationaux, vous pouvez être expulsés, enfin déchus, puis expulsés si besoin, si c'est uniquement une question de symbole? C'est juste pour ne pas admettre que les Français puissent être des terroristes et dire non, non, s'ils sont terroristes, ils ne sont pas français mais des choix. Bon, donc là, on a un débat qui est absolument surréaliste. Ça va à l'encontre de la sécurité de base, et en plus, au niveau symbole, c'est contraire au principe de la Constitution. Le quatrième point sur lequel je voulais revenir, je vous avais dit, on a la loi sur le renseignement, on met en conseil le juge, on attend en liberté française, en liberté individuelle. On a l'état d'urgence, on attaque la séparation des pouvoirs, on attaque l'équilibre des pouvoirs, on met la justice en retrait. On a la déchéance de la nationalité, on crée deux catégories de Français et on atteint à l'égalité des citoyens devant la loi. Le quatrième moment, c'est le débat qu'on a eu sur la laïcité, là, en janvier, ce mois-ci, entre Elisabeth Badinter, Jean-Luc Bianco, Emmanuel Valls qui a pris parti pour Elisabeth Badinter. Alors la polémique est un peu parisienne, les gens se sont envoyés des messages sur Twitter, ils ont fait des communiqués de presse, ils se sont interpellés par médias interposés. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On a des gens, Elisabeth Badinter, Régis Debray et d'autres personnes, qui prônent une laïcité totale, intégrale. Ils nous parlent de la neutralité de l'espace public. Et Bianco et Cadenne de l'Observatoire de la laïcité répondent, attention, la neutralité dans les textes s'applique aux représentants de l'État, aux fonctionnaires, aux élus, mais pas aux citoyens. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la rue, on a le droit de porter une kippa, on a le droit de porter une soutane, on a le droit de porter un foulard, pas une burqa parce qu'elle est interdite, mais les autres signes religieux, on a le droit de le faire. Parce qu'on n'est pas des fonctionnaires, on n'est pas des représentants de l'État. Les représentants de l'État, les fonctionnaires sont tenus à la neutralité, pas les citoyens, du moment que le citoyen ne contrevient pas à la loi publique. Et dans ce débat-là, on a le Premier ministre Manuel Valls qui donne raison à Elisabeth Badinter, qui défend une laïcité intégrale, qui veut la neutralité de l'espace public. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de liberté individuelle de porter une kippa, de porter une soutane ou de porter un voile. Et là, on atteint encore une fois aux libertés individuelles, liberté de croire, de ne pas croire, de conscience, liberté d'opinion. Donc, cumuler, ça nous donne quoi? Ça nous donne la loi sur l'enseignement